Copain, pour toi, ça sert à quoi les copains? À discuter. Ouais. À boire des coups. Bof. À parler de films. Ouais. À parler de films Ouais. et à créer une chaîne YouTube qui parle de cinéma. Ouais. À parler de films. Ouais. Créer une chaîne YouTube qui parle de cinéma. Et dans une émission, parler de films de potes. Putain, yes! Tu me fais plaisir. Eh, moi aussi. Je suis tellement content. Allez, c'est parti. Salut les copains, soyez les bienvenus. Je vous en prie, installez-vous confortablement. Au menu de ce soir, il y a coca, citron, gingembre avec les petits glaçons qui font plaisir ou alors martini avec des olives, qu'elles soient vertes ou noires, selon votre convenance. Par contre, vous inquiétez pas les copains. Les chips, c'est pour moi. Mais avant de dérouler un peu plus le menu, restons sur l'essentiel. Vous le savez maintenant les copains, vous êtes devant votre émission préférée, Ciné-moi, sur votre chaîne préférée, singulier au pluriel. Et quoi de plus important que la présence de votre serviteur, la présence de votre autre serviteur, waouh, difficile à dire, hein. Autre serviteur, j'ai nommé copain, comment tu vas? Bah écoute, Wow. comment je vais? Très bien, Ouais, très ouais. bien, comme à chaque fois que je te vois. Waouh, tu me fais plaisir copain, Bah tu oui. me fais vraiment plaisir. J'ai envie de te dire que c'est pareil, mais en ce moment, tu sais, c'est un peu la déprime, ma femme est partie, j'ai arrêté de fumer. Non, bon, bref. Ne nous attardons pas sur nos vies. Le plus important, c'est qu'on soit ensemble, qu'on parle de cinéma. Et j'ai envie de te dire aujourd'hui, de quoi ça parle, copain? Bah écoute, on est copains, on parle de films, Ouais. donc on va parler de films de potes. Oh. C'est une idée de génie. Mais quand tu dis film de potes, Ouais. tu veux dire buddy movies? Oh oui. Ouais. Oh oui. Mais attention, Ouais. y a des règles à respecter. Et à bon escient. On fait pas tout et son contraire. Ouais, ok. N'est pas Body Movie qui veut. Ok. Mais du coup, Eddie Mitchell qui a écrit une chanson là-dessus, ça marche ou pas? Eddie Mitchell? Ouais. Tu connais pas? Non. Pas des buddy movies. Excuse-moi, copain, c'était de l'humour. Donc, sur les buddy movies, Buddy. Buddy. T'as dit Ouais. Buddy. C'est Buddy. buddy? Buddy. Buddy? Buddy. Buddy? Sur les films de potes, on va s'arrêter d'abord, l'émission va se décomposer de cette manière, on va s'arrêter sur la définition, sur le contexte donné par copain, avant d'arriver sur les mentions honorables et le cœur du sujet, notre top 5 de nos films préférés. C'est parti les copains, bonne séance. Ouh. Pas facile, hein? Non. Copain, rien à voir avec l'émission là, mais je me posais la question. Toi aussi, tu t'essuies les pieds en sortant de chez toi? Non. Mais moi je fais une sieste avant d'aller dormir. Ah ouais. Ouais, c'est original. C'est original. Donc, avant toute chose, il faut définir et cerner le contour du sujet, comme dans toute bonne dissertation de philosophie. Dis-moi, qu'est-ce qu'un buddy movie avant tout? Un buddy movie, c'est littéralement un film de potes. Donc c'est un sous-genre de la comédie né dans les années 80, notamment avec les films d'action. Et son haut représentant, c'est le scénariste Shane Black. Ouais. Scénariste et réalisateur, donc qui a écrit notamment L'Arme Fatale, Last Action Hero, il a réalisé Kiss Kiss Bang Bang et Nice Guys. Donc on a souvent en scène deux hommes que tout oppose. Ils sont obligés de travailler ensemble et ils finissent par devenir amis. Ok. Donc là, tu es en train de me dire qu'il n'existerait pas de buddy movie concernant les femmes. Ça se développe un peu plus. On peut noter quand même le film Thelma et Louise. Ouais, qui est vieux, ouais. Oui. De Ridley Scott. De Ridley Scott, exactement. Sinon, on a eu avant beaucoup de films qui opposaient souvent des hommes et des femmes, avec un peu de l'amour vache, etc. Oui. Surtout dans les années 30. Les Screwballs Comedy, comme on Tout dit. à fait, ouais, voilà, ouais. Un des Florent Duhur, d'ailleurs, c'est Impossible Monsieur Bébé, que je vous conseille. Donc là, pour moi, c'est très clair. Mais est-ce que tu pourrais nous déterminer 2-3 critères qui, Oui. justement, permettraient de savoir s'il s'agit d'un buddy movie ou non? Oui, alors premièrement, il faut deux personnages antagonistes. C'est ce qui déclenche l'humour. Ok, donc ça veut dire que Very Bad Trip, qui est un super film, ça marche pas parce que c'est un groupe et ils sont amis. Voilà. Ok, Ensuite, il faut que ces deux personnages sont obligés de travailler ensemble d'accord. et qu'ils finissent par devenir amis. Ok, pas de souci. Donc, on est au clair sur le buddy movie. Pour le contexte, on sait que dans l'histoire du théâtre comme du cinéma, il y a souvent eu des duos comiques, et les duos comiques, ça fonctionne par antagonisme. On le voit au cinéma dans les années 30 avec Laurel et Hardy, même plus tard dans les années 60, 70, c'était Bud Spencer et Terence Hill dans le cinéma italien qu'on aimait beaucoup. Mais
il y a clairement un virage dans les années 80. Ça va être très codifié, notamment grâce à Shane Black, tu l'as dit tout à l'heure, où là, on a affaire à quoi? On a affaire justement à un cinéma d'action, de comédie, autour, aux États-Unis, de personnages noirs et blancs qui doivent cohabiter ou vivre ensemble. Le jeune, le vieux, tous les opposent, et c'est un cinéma qui est aussi un cinéma bourrin très viril. C'est ça. Il n'y a pas beaucoup de place pour les femmes. Franchement, dans ce cinéma-là, et dans le cinéma des années 80, on peut dire que c'est la période pendant laquelle ils ont écrit les lettres de noblesse du body movie. Clairement. Exactement. Ok. Alors on a tout dit, copains. Est-ce qu'on maintenant on peut s'arrêter sur des mentions honorables avant d'arriver sur le top 5? Oui. Les mentions honorables, c'est un peu l'idée de certains films qu'on n'a pas pu faire entrer dans le classement parce que 5 films c'est trop peu, c'est très peu, très rapidement on est limité, mais des films qu'on aimerait citer pour plein de raisons. Donc toi, quels sont les films que tu as décidé de choisir? Déjà, Shrek. Donc c'est un film sorti en 2001, film d'animation pour le coup. Nous en français on a la voix d'Alain Chabat, Alain Chabat prête sa voix à Shrek pardon, et Medondo qui était la voix officielle d'Eddie Murphy qui fait l'âne. Donc déjà au début rien que l'histoire, t'as un ogre et un âne qui doivent aller sauver une princesse. Ça, déjà, l'idée de base elle est très bonne. Ensuite pour rester un peu dans l'animation, je voulais citer aussi Toy Story qui est sorti quelques années avant, où là t'as le cowboy et le Space Ranger. Donc, en fait, c'est vrai que la film d'animation, ça permet vraiment d'ouvrir toutes les perspectives par rapport aux oppositions. Et c'est en ça où c'est très drôle. C'est limité presque. Clairement. Et après, je voulais citer aussi le film Date Limite, pardon, de Todd Phillips, sorti en 2010. Donc là, avec Robert Downey Jr. et Zach Galifianakis. Et donc c'est un road trip. Tout oppose, on a des situations complètement burlesques. C'est une très très bonne comédie avec beaucoup d'humour noir. Et voilà, c'est le film que j'ai pas mis dans mon top, mais que je voulais citer quand même. Et puis les road movies américains sont toujours bien faits et ça se prête à pas mal de situations comiques. Je me permets de t'emboîter le pas justement parce qu'un des 2 films que j'ai choisi dans les mentions honorables, c'est Un ticket pour 2 qui est sorti en 1987, dont c'est beaucoup inspiré Date Limite parce que c'est exactement la même histoire de 2 personnages que tout oppose. Ici Steve Martin et John Candy qui doivent voyager ensemble vers Chicago. Ça se passe très mal, mais c'est justement à l'origine de beaucoup de situations comiques. Et je soulignerai que ce film est réalisé par John Hughes, qui est un très grand producteur et scénariste de films comme Maman j'ai raté l'avion, Breakfast Club, etc. Et il a eu beaucoup de succès du côté des enfants, des adolescents, et cette fois-ci c'était avec les adultes. Donc c'est un film que je voulais souligner, sur lequel je voulais m'arrêter parce qu'il est un peu trop méconnu selon moi. Et franchement j'ai passé un très très bon moment. Et je dois dire que par rapport à Date Limite, moi je préfère celui-là parce que c'est plus un feel-good movie. Date Limite, c'est plus vraiment une comédie pure basée sur l'humour noir et le talent forcément de Zach. Le deuxième film, copain, c'est un film aussi, je pense, assez méconnu parce que moi je l'ai découvert l'année dernière seulement. C'est Midnight Run, sorti en 1988 et réalisé par Martin Brest avec Robert De Niro qui joue une de ses premières comédies en tant que mafieux. Donc franchement c'est exquis, je vous le conseille, regardez-le si vous avez l'occasion, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Et en plus il fait équipe avec Charles Grodin, je ne sais pas si tu te souviens de Charles Grodin. Non. Charles Grodin c'est le père de Beethoven. Le musicien? Non, le chien, le film. C'est le père du chien? Non, pas le père du chien, c'est pas le père naturel du chien, si tu veux, c'est dans le film, c'est le père adoptif du chien, il galère un peu, voilà. Le père naturel du chien, c'est qui? On sait pas, en fait, on l'a jamais retrouvé, et on l'a jamais retrouvé, et d'ailleurs Beethoven, on n'a plus de nouvelles non plus, mais ça c'est bon. C'est triste. Bon bref, toi, dis-moi clairement ce que t'en as pensé du film. C'est un film culte, j'ai adoré, c'est une très bonne comédie, surtout qu'au début il bave partout, c'est clair. Non, copain, je te parlais de Midnight Run. Ah, je l'ai pas vu. Ah ok, bon. On a fait le tour des mentions honorables. Oui. On est parti sur le top 5 ? C'est parti. Let's go. Number 5. Nous arrivons donc, mon petit copain, au cœur de notre sujet du jour, à savoir le top 5 des meilleurs buddy movies de tous les temps, selon nous. Et il me semble que tu as mis en numéro 5 Tais-toi, qui est donc un film réalisé en 2003 par Francis Weber et pas Francis Huster, avec dans les rôles principaux Jean Reno, qui est très sérieux, qui vient de perdre sa femme, qui veut s'évader de prison. Il a la même idée que Gérard Depardieu, qui lui, il va très bien, mais il ne se tait jamais. Ils vont finir par former un couple antagoniste. Ils veulent tous les deux s'échapper de prison, mais ils se supportent pas l'un l'autre. En tout cas, Jean Reno supporte pas Gérard Depardieu. Ai-je bien résumé ? Exactement, j'aurais pas pu faire mieux. Donc ils sont tous les deux enfermés en prison et comme tu l'as dit, c'est un film sur la communication. On a le contraste entre celui qui parle beaucoup trop et celui qui parle pas du tout.
Et c'est là où c'est très fort parce que ça déclenche forcément l'élément comique. Ouais. D'ailleurs, il y a une scène dès le début quand ils sont dans la même cellule où là, je me suis demandé comment Jean Reno en tant qu'acteur il fait parce t'as Depardieu qui est comme ça juste à côté de lui, qui le déboîte des conneries et qui lui dit t'as un œil de cheval. Je sais pas comment il a fait pour rester sérieux, mais donc Gag qui reviendra Qui sera repris après, ouais. par la suite. Oui, parce que comme tu l'as dit, donc tout oppose ces deux hommes. Et on pourrait se demander pourquoi, une fois qu'ils sont sortis de prison, Jean Reno reste avec... complètement. Voilà. Pourquoi il reste avec Depardieu? Pourquoi il reste Je sais avec pas. Cantal Montargis? Parce qu'il est blessé. Donc Jean Reno est blessé. Jean Reno est blessé. Donc Ruby, le personnage Ruby, est blessé. Il se retrouve à devoir rester avec quelqu'un qui peut le sauver. Donc Cantal Montargis. Qui peut le sauver, mais qui a en même temps un boulet. Voilà, c'est ça. C'est tout le comique de situation, c'est que c'est vraiment un boulet. À un moment donné, ils se sont échappés, ils ont volé une voiture de police. Et t'as Jean Reno qui dit attends, faut pas qu'on reste là, sinon on va se faire repérer, ça va pas aller et tout. Il dit à Depardieu va chercher notre voiture. Depardieu va chercher notre voiture. T'as Jean Reno qui est comme ça blessé, et d'un coup il voit des gyrophares, il essaie de se barrer, et en fait c'est Depardieu qui a volé une deuxième voiture de police. Donc on est sur des gags comme ça où c'est un peu un humour un peu potache, un peu burlesque aussi quand ils se retrouvent habillés tous les deux avec les fringues d'une femme d'un jockey. Et du coup, on revient sur la blague du cheval où là, t'as une photo d'un cheval avec les yeux de Jean Reno. Ça aussi, non, mais c'est énorme. Ouais, le rappel en comédie de situation, c'est vrai que c'est énorme. Et en fait, ce qui, moi, m'a surpris dans ce film-là, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a un humour non verbal aussi qui est très fort. Une espèce de pantomime comme ça, grâce à ces deux grands acteurs qui est très fort. Ouais. Oui, parce que quand tu vois Jean Reno qui regarde Depardieu en lui disant que t'es con, mais sans le dire, c'est vraiment... là, il y a un bon travail d'acteur dedans aussi. Après, c'est pas difficile. Là, Depardieu, il est un peu en roue libre. Ah, mais Depardieu, c'est vrai qu'il sait tout jouer dans les comédies. Et d'ailleurs, ce qui est vraiment surprenant dans ce film-là et qui renouvelle un peu le genre, qu'il décline, qui renouvelle pas le genre du body movie, mais c'est que Depardieu, généralement, est très drôle, mais joue le rôle du fort. Oui. Et face à lui, il a le rôle du faible. On l'a vu dans La Chèvre, notamment avec Pierre Richard. Jean Reno, c'est encore le fort. Mais il reste fort dans ce film-là. Comment ça fonctionne le fait que Gérard Depardieu joue, lui, le rôle du faible? Ça fonctionne parce que il est fort physiquement, on le voit quand il met une claque au gamin qui tombe sur leur cul. Il est faible intelligemment en fait. Ouais. C'est ça qui est drôle parce que voilà, tout ce qu'il fait, c'est vraiment, ça n'a pas de sens. Il agit, il est impulsif en fait. Il est impulsif, il est pas réfléchi. Ça pousse vraiment Jean Reno à bout parce qu'il le voit, il fait mais c'est pas vrai, mais quel con. Et c'est ça qui est drôle et ça a une très très bonne dynamique dans ce film. Ok, merci pour ton top 5, mon copain. Eh ben écoute, toi le tien, donc il me semble que t'as pris L'Arme Fatale. Eh ouais, bah oui. Donc de Richard Donner, sorti en 1987, avec Mel Gibson et Danny Glover. Donc tu veux nous parler de la quadrilogie ou En fait, je voulais parler surtout de la trilogie parce que le quatrième film, pour moi, il est à part. Il est sorti bien après et je trouve qu'il est quand même moins bon. Pas dans la même époque. Je voudrais pas le mettre en avant. Et ouais, alors comme tu dis, j'ai sorti L'Arme Fatale en numéro 5 parce que pour moi, lorsqu'on a arrêté le sujet, j'ai tout de suite pensé à ce film-là. J'ai tout de suite eu cette image-là. Je me suis dit, buddy movie, ça ressemble à quoi? Et j'ai vu Danny Glover et Mel Gibson dans une bagnole, en train de manger des chips et raconter des punchlines, lancer des punchlines, pardon. Et vraiment, c'est des films que j'adore parce que c'est la quintessence même du buddy movie. C'est deux personnages que tout oppose. Là, clairement, et surtout aux États-Unis, c'est le noir, le blanc. Ouais. C'est le jeune, le vieux, le fou, le sage, etc. Celui qui a une situation, riche, vraiment, tous les oppose. Et en plus, surtout, je trouve que ça s'arrête pas au stade de la comédie. C'est une comédie d'action, mais c'est un vrai film. Et ça pue le cinoche, en fait. Ça pue la peloche. C'est-à-dire que il y a une pellicule des années 80-90, c'est très bien filmé. Ce grain un peu nostalgique qu'on retrouve, qui nous, on a découvert, nous, on est nés dans les années 80, donc on a découvert ce cinéma-là, même un peu plus tard. C'est une musique jazzy. On sait que c'est composé par Eric Clapton, donc il y a du saxo et c'est très tranquille en fait comme musique. T'as l'impression d'être au coin du feu en train de déguster, je sais pas, du cognac au gingembre. Et en plus c'est bien produit, c'est bien réalisé. Donc c'est réalisé par John McTiernan. Non, pas John McTiernan, par Richard Donner, produit par Joel Silver, qui est un grand producteur des années 80-90. Scénarisé par Shane Black, et d'ailleurs son premier film c'est L'Arme Fatale, le premier film qu'il a scénarisé. À 23 ans. Qui à 23 ans, lui comme on l'a déjà dit, qui est à l'origine de beaucoup de buddy movies. Et c'est en fait cette famille là fonctionne très très bien. Donc il y a une alchimie qui fonctionne très bien, qui se ressent. Et comme je disais, c'est du vrai cinéma parce que tu vois, on a affaire à de l'action, de la comédie et du drame. Et du drame, ouais.
Par exemple, dans le deuxième, Ouais. quand Danny Glover s'assoit sur le toilette et puis que il déclenche une bombe à ce moment-là. Mais en fait, c'est exactement ça. C'est ce que j'allais dire, c'est que tu vois, dans chacun des opus, tu as une scène qui représente qui représente le fait que la comédie, le drame, en fait, c'est toujours sur le fil du rasoir. Tu peux avoir l'un ou l'autre. Et quand il dit, parce que c'est quand même dramatique, lui, il a juste envie d'être tranquille, Danny Glover, parce qu'il est jamais tranquille. Il veut juste aller chier. Il se retrouve sur les chiottes. Il tire le rouleau de papier toilette et il voit, attention, ça va exploser. Ouais. Et là, il se dit, et là, c'est en même temps comique parce qu'il est sur les toilettes et en même temps, il dit, je veux pas mourir sur les chiottes. Et c'est en même temps très dramatique parce qu'il peut vraiment mourir. Et en fait, ça, c'est vraiment le cœur de ce cinéma-là que j'aime beaucoup parce que ça représente un peu tout et le cœur donc des buddy movies. Je dirais que je l'ai mis entre guillemets que numéro 5 et pas plus haut parce que malgré toutes les qualités, je les ai revues, c'est vraiment de grande qualité. Je trouve que le petit défaut, c'est quand même les méchants. Ben c'est ça, c'est parce que les personnages sont déjà antagonistes entre eux. Ouais, c'est ça. On a le même problème avec Tais-toi. Ouais, c'est ça. C'est que les méchants lambda et puis voilà. Comme il y a un antagonisme fort sur les deux protagonistes, donc Danny Glover, Mel Gibson, on a du mal à le retrouver avec les méchants. Alors hormis la voix française, les doublages, les doublages français, ça c'est du génie avec l'américain qui a un accent allemand ou autre. Le fait que ça soit des méchants second degré, ok, mais du coup ces scènes-là ne marchent pas parce qu'on n'a pas peur, ça nous fait même pas rire, et du coup il y a des passages comme ça qui sont beaucoup moins bien, et c'est pour ça que je l'ai mis entre guillemets seulement numéro 5, mais ça reste des films cultes. Ah bah carrément, je suis d'accord avec toi. Allons-y sur le number 4. And after number 5, number 4. Nous arrivons donc à notre numéro 4 et mon petit doigt m'a dit, copain, tu avais choisi Kiss Kiss Bang Bang dans sa version française qui s'appelle Bisous Bisous Pampan. Ça, c'est pas tout public, ça. C'est effectivement, ça c'est plutôt interdit au moins 18 ans, donc après je vous les conseille pour ceux qui ont plus de 18 ans. C'est un film vraiment un film d'amour. Un film d'amour. Donc Kiss Kiss Bang Bang, pour y revenir, c'est un film sorti en 2005, réalisé par Shane Black qui, cette fois-ci, passe derrière la caméra après avoir écrit, plusieurs scénarios dans les années 80-90. On en a déjà parlé tout à l'heure, donc je vais pas y revenir. Donc, quelle est cette histoire? C'est Robert Downey Jr. Qui est embauché pour devenir un acteur, malgré lui, à Hollywood. Il va à Hollywood, il va se faire conseiller par Val Kilmer, qui lui est un vrai détective privé. Pourquoi? Parce que Robert Downey Jr. doit jouer le rôle d'un détective privé, grosso modo, et puis après je te laisse expliquer ce qui fait la sève vraiment comique de ce film, à savoir le quiproquo initial qui va dérouler tout au long du film. Ben c'est ça, en fait, le quiproquo de base, c'est que Robert Downey Jr. est choisi parce que c'est un faux sosie de Colin Farrell, que les producteurs veulent Colin Farrell dans le rôle du détective, mais qui demande beaucoup trop. Il est trop cher, donc pour faire un peu baisser son tarif, ils lui font croire qu'ils ont embauché quelqu'un d'autre. Là où c'est comique, c'est que Val Kilmer, qui joue le rôle de Guy Pearry dans le film, le vrai détective, il a déjà cette information. Donc il y a déjà ce premier quiproquo entre Robert Downey Jr. qui lui est pas au courant, Val Kilmer est au courant, qui doit se taper, malheureusement, il doit former malgré lui Robert Downey Jr. Exactement. Donc comme il sait que ça sert à rien, ça le fait chier. Dès le début, ça le fait chier. Robert Downey Jr. en plus, c'est un boulet dans le film, c'est un idiot. Il fait n'importe quoi. Malgré tout, ils sont pris dans une enquête. À un moment donné, en plus, on a un peu les prémices de ça, parce qu'avant que nous, on sache que c'est un quiproquo. On voit Robert Downey Jr. qui est dans un bar et qui se moque d'un sosie amérindien de Joe Pesci. Et finalement, Robert Downey Jr. c'est le sosie amérindien de Joe Pesci de Colin Farrell. Bah ouais, carrément. Mais lui, il le sait pas forcément. Ouais. Et il le sait pas. Et en plus, on a un autre quiproquo parce que Robert Downey Jr., son personnage, c'est aussi le narrateur du film, qui nous parle directement. Et comme c'est un idiot, il oublie des choses, il y a certaines choses qu'il sait pas, donc il y a une espèce de quiproquo déjà entre le spectateur, les acteurs, entre tout le monde, et c'est ça qui fait vraiment la drôlerie du film en fait. C'est basé vraiment sur cet humour-là. Et après la caution comique, en plus dedans, c'est Val Kilmer. C'est Val Kilmer qui suit le récit, parce qu'en fait finalement Robert Downey Jr. se laisse vivre au gré de ses péripéties, et c'est lui la caution comique du film. C'est ça, en fait il est toujours en train de critiquer Robert Downey Jr. À un moment donné, il lui dit, il fait une connerie Robert Downey Jr., donc il lui dit, tu rentreras chez toi, tu regarderas dans le dictionnaire à la définition d'idiot. Et Robert Downey Jr. il lui dit, je veux voir quoi, ma photo? Et là, tu fais, non, la définition, parce que c'est ce que t'es un idiot. Tu vois, c'est vraiment tous des dialogues comme ça. À la fin aussi, on a Val Kilmer qui se retrouve torturé. Guy Pearry qui est gay. Oui, Guy Pearry. Qui est gay, donc lui c'est un gay viril, c'est pas du tout le stéréotype des folles qu'on pouvait voir dans l'époque, la cage aux folles, etc.
Et il se fait torturer, il a une batterie branchée sur ses testicules, et il dit à ses tortionnaires, grosso modo, je m'en fous, j'aime ça, enfin, bref. Mais il a vraiment lu de tous les bonnes répliques. Et En fait, lui, il a les répliques. Lui, il a le rôle d'un comique conscient, c'est lui qui fait les blagues, alors que Robert Downey Jr., il est drôle malgré lui tout au long du film, parce que c'est très drôle en fait. Mais c'est très drôle, c'est des comiques de situation, parce qu'il faut expliquer à ceux qui nous regardent que il y a l'idée de Robert Downey Jr., je vais dire Robert parce que c'est chiant toujours de dire Robert Downey Jr., c'est trop long son nom. Il s'appelle Harry dans le film. Ouais, allez Harry. Donc Harry son rêve c'est de devenir acteur. Il n'est pas forcément acteur parce qu'on l'utilise pour mieux faire baisser les enchères. Et en fait, il va lui arriver malgré tout plein de péripéties à côté de ça en fait à Hollywood. C'est ça. Et il se retrouve dans des situations. Alors au début, quand il se fait piéger, ils ont mis un cadavre dans sa chambre d'hôtel. Lui, bien sûr, il s'en rend pas compte. Il est en train de pisser. Et les ennuis commencent quand il se retourne et qu'il pisse sur le cadavre. Et donc, à partir de là, forcément, il a son ADN sur le cadavre parce qu'il est piégé. Et c'est là-dedans que, du coup, part l'enquête. Ok. Et au-delà de ça, on a quand même donc Shane Black qui avait disparu d'Hollywood pendant 10 ans. Là, il se retrouve à la réalisation. Il fait une critique assez acerbe d'Hollywood avec les producteurs véreux, les starlettes. Ouais, parce qu'en fait, c'est une équipe finalement de losers qui se retrouvent, ou d'anciens winners, on va dire ça comme ça, parce qu'ils ont beaucoup de talent. Shane Black, qui lui arrive derrière la caméra, qui avait été oublié en tant que scénariste pendant des années, Robert Downey Jr., qui était complètement mis de côté, Val Kilmer, qui a eu aussi des déboires parce qu'il y a eu des problèmes avec la drogue, etc. Val Kilmer. Donc c'est une équipe de losers qui se retrouvent et qui font un bon petit film d'ailleurs. C'est ça, en fait, comme ils ont rien à perdre, ils donnent tout ce qu'ils ont et c'est ça qui fait que ça fonctionne. C'est vraiment l'énergie du désespoir qui fonctionne sur ce film-là. Exactement. Merci mon petit copain. On va passer à ton numéro 4. Ouais. On va rester avec Shane Black. Et cette fois-ci, c'est pour le film Nice Guys. Donc là, il est sorti en 2016. Ouais. On a Russell Crowe et Ryan Gosling, qui sont tous les deux détectives dans le film, et qui se retrouvent mêlés à une histoire de complot entre le gouvernement et l'industrie automobile. C'est bien ça? C'est exactement ça. C'est-à-dire que ce sont deux détectives. Alors, même pas deux détectives, parce qu'il y en a un qui s'occupe que des affaires familiales, l'autre qui a même pas sa licence de détective. Il s'occupe de petits, de menus larcins, comme on dit. Et en fait, ils vont se retrouver au cœur d'une grande enquête, sur fond de complot. Et en fait, ici, Shane Black, il a une vraie ambition. Alors, encore une fois, il y a une critique d'Hollywood, mais il place son accent dans les années 70. Comme d'habitude, il y a le bonnet E parce qu'il aime tout ramener au corps de la femme, au corps pulpeux de la femme, mais il y a aussi cette fois-ci, passe-moi l'expression, bonnet M puisqu'on est pendant la période disco. Ouais. On est à la fin des années hippies et on va même y tourner un porno contestataire. Au cœur du film, c'est un porno contestataire, j'y reviendrai. Et en fait, j'ai retenu deux axes par rapport à ce film-là. Le premier, c'est l'idée que c'est un duo qui fonctionne à trois. Pourquoi à trois? Parce qu'en fait, il y a donc Russell Crowe et Ryan Gosling qui doivent travailler ensemble. C'est plutôt Russell Crowe qui est le gros dur, Ryan Gosling qui est bébête et qui se fait toujours taper dessus. Il y aura toujours des problèmes physiques à Ryan Gosling qui, franchement, en termes de comédie, il est exceptionnel dans ce film-là. Mais vraiment, même dans les autres comédies, je pense à Barbie qui est sortie récemment, elle est exceptionnelle. Mais moi, je l'ai découvert en tant que comique dans ce film-là, donc j'ai vraiment adoré. Et en fait, on pourrait penser que, comme d'habitude, le duo fonctionne bien et qu'ils se complètent, mais ça se complète pas tout à fait parce qu'ils sont quand même deux débiles qui ont aucune vue sur rien. Et en fait, ils vont se faire aider par la fille de Ryan Gosling qui va jouer le rôle de maman des deux, puisque la maman est morte dans un incendie à cause de Ryan Gosling, bien malgré lui. Donc ça, c'est très drôle, ce duo qui fonctionne à trois et que la fille qui les aide, qui leur donne des indices et qui est vraiment la garante en fait de l'enquête d'une certaine façon. Ça c'est très drôle. Ce qui est drôle aussi, parce que ce qui est drôle, c'est que comme j'ai dit, il y a la forme qui est une comédie, mais il y a un fond parce qu'on parle de complot. C'est que le film tourne autour d'un porno contestataire. C'est-à-dire qu'au début, il y a la bimbo qui est morte dans un accident de voiture. Finalement, on pense qu'ils ont juste tourné un porno entre eux, mais on se rend compte, et c'est très bien expliqué vers la fin du film, que ils ont tourné un porno qui est un porno pour pour dénoncer, pour faire prendre conscience, des autres problèmes concernant les complots autour du gouvernement qui s'allie au lobby industriel dans le domaine de l'automobile pour faire vivre Détroit, d'une certaine façon. Et en fait, ce qui est très drôle dans cette scène-là, c'est que il y a celle qui a joué dans le porno et qui explique ça à Russell Crowe et Ryan Gosling. Russell Crowe qui s'intéresse vraiment au fond du porno contestataire. Elle dit, c'était pas vraiment un porno, on voulait dire des choses, on a utilisé le porno parce que ça intéresse les gens. Et Russell Crowe qui dit, oui, qu'est-ce que vous voulez dénoncer? Et Ryan Gosling de l'autre côté qui a la bave sur les lèvres, qui dit, qui lui va en savoir plus sur le porno, tu vois ce que je veux dire? Il veut les détails du porno. Donc ça, c'est très drôle. Et
Et c'est ça, Shane Black, cette fois-ci, il a allié le comique de situation, l'aspect comique de son film. Là, donc c'est un film purement hollywoodien, mais il a aussi voulu dire des choses, ce qui fait que c'est très bien. Des fois, on se perd un peu dans le dédale des informations, mais ça reste franchement un bon film. Pourquoi je l'ai mis numéro 4 par rapport à L'Arme Fatale? Parce que cette fois-ci, il est plus équilibré. Je disais tout à l'heure que L'Arme Fatale, vers la fin des films, généralement, comme les méchants, ça fonctionnait pas trop. Disons que ça se ramollissait un petit peu, tandis que là, c'est plus tenu, c'est plus long et il y a une plus grosse ambition. Donc voilà pourquoi je le mets numéro 4. Et disons que The Nice Guy, ça serait la version moderne de L'Arme Fatale. Voilà pour moi. Ah, exactement, je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, moi, ça me refait penser à la scène où, je sais pas si tu te rappelles, quand il est en train de conduire Ryan Gosling et il est fatigué, et il imagine que c'est une abeille qui est en train de conduire. Et je sais plus pourquoi c'était une abeille, mais il y avait une référence à quelque chose par rapport à l'abeille. Parce qu'il y a les abeilles qui, elles doivent butiner pour continuer à... Oui, c'est ça, ouais, c'est ça. Et on avait déjà cette petite référence au début du film. Ouais. Là, c'est très drôle, donc voilà pourquoi je l'ai mis numéro 4. On peut passer désormais au numéro 3. Oui. Let's go. Numéro 3. Numéro 3. Nous arrivons désormais à la place numéro 3 du classement. Pour toi, ça sera Last Action Hero, sorti en 1993, en même temps malheureusement qu'un certain Jurassic Park, ce qui expliquera en partie son échec au box-office. Donc le film est réalisé par John McTiernan, grand réalisateur de films d'action dans les années 80-90, qui aura déjà réalisé The Predator avec, dans le rôle titre, Arnold Schwarzenegger. On retrouve cette fois-ci Arnold Schwarzenegger qui, lui, joue un rôle d'un personnage, d'un acteur déjà dans ce film, Jack Slater, pardonne-moi. Et donc, le premier fan, le plus grand fan, c'est Danny, qui a l'habitude d'aller voir ses films, qui a vu tous ses films, qui a vu tous les suites de ce film qui s'appelle Jack Slater, déjà, le film aussi lui-même. Oui. Et qui est, du coup, ami avec un projectionniste qui, pour une fois, lui donne un billet magique, et ce billet magique va être actionné dans le cadre d'une avant-première par Danny, et Danny va se retrouver projeté dans son film, et donc projeté dans le film de Jack Slater, et va vivre tous les péripéties avec son acteur et personnage préféré. Oui, bah t'as bien résumé le film, et je te dirais même que c'est même pas Arnold Schwarzenegger le héros du film. C'est qui? Pour moi, c'est Danny. Ouais. C'est Danny parce que il a vu les opus précédents, il est fan de Jack Slater. En plus de ça, lui, il a vu le début du film, donc il a une longueur d'avance sur les antagonistes. Nous, en tant que spectateurs, il nous prend par la main pour nous amener dans le film. Il prend également la main de Jack Slater pour le guider tout au long du film. C'est lui qui va un petit peu décider du scénario, puisque en définitive, le Jack Slater 3 qu'on vit avec lui, c'est pas du tout celui qu'on est censé voir. Ouais, c'est intéressant comme tu dis. C'est vrai que finalement, comme nous on regarde un film et dans ce film il y a un personnage, Danny, qui regarde un film, c'est vrai que Danny a une longueur d'avance et que le scénario est, semble-t-il, déjà écrit par un scénariste. Arnold Schwarzenegger ne le sait pas. Lui, il pense que c'est le gros dur qui décide de tout, mais finalement, c'est le scénariste qui a déjà écrit, mais c'est aussi Danny qui va apporter ses propres informations et qui va faire dévier la ligne naturelle du scénario. Ouais. Et on verra jamais le vrai Jack Slater numéro 3. Ouais, ça c'est clair. C'est la chose que je me dis à chaque fois que je revois le film. C'est intéressant. Donc c'est vrai que t'as complètement raison. Je l'avais pas vu sous cet angle-là. Le vrai personnage du film, c'est le protagoniste et le héros, pardon, c'est Danny et c'est pas Jack Slater, donc Schwarzenegger. Ouais. Voilà. Et en fait, donc du coup, c'est ce côté méta qu'on retrouve. Grosso modo, Danny, en fait, comme le côté méta, je te coupe. On en goûte à toutes les sauces, en fait. C'est ça. Parce que Danny, grosso modo, le film a été écrit par Shane Black, et là on pourrait dire que Danny représente Shane Black à l'écran. Et donc, du fait que c'est méta, toutes les scènes d'action, elles sont démesurées dans le film, tous les dialogues, les punchlines, c'est démesuré. Ah ouais, on en bouffe des punchlines des années 80-90. Exactement, et pour relier tout ça, le moment où Danny arrive dans le film, c'est en pleine course-poursuite où Schwarzenegger est au volant d'une voiture, mais en même temps, il tire sur ses adversaires. Il lâche son volant, il tire comme ça. C'est ça. Il lâche son volant. Et Danny, il fait la réflexion. Il dit, mais comment vous arrivez à conduire comme ça? Et il dit, c'est beaucoup d'entraînement, mais surtout, faut éviter les heures de pointe. Et à un moment donné, t'as un camion, il y a un camion de gaz qui explose. T'as une glace qui arrive dans le crâne d'un méchant. Et comment Jack Slater lui dit que pour toi sonne la glace, je sais plus trop quoi, je t'ai refroidi. Ah ouais. Pour toi sonne la glace, un truc comme ça, ouais. Pour toi sonne la glace. Je t'ai refroidi. Ça fait d'ailleurs
indirectement, ça fait référence à un personnage qui va jouer plus tard dans Batman et Robin, Mr. Freeze, Mr. Freeze, ouais. où il fait toujours des blagues comme ça, je t'ai refroidi, ouais, c'est drôle. C'est drôle. Et en fait, c'est vrai que ça marche bien, cette histoire de punchline, mais c'est parfois un peu le défaut du film. Alors, ça marche très bien parce qu'il y a des punchlines qui sont énormissimes, comme celle que tu viens de dire, parce qu'on sait que c'est du millième degré. On sait que, à un moment donné, ils vont dans un vidéoclub, ils croisent une image de Stallone qui aurait joué dans Terminator, et qui aurait joué dans Terminator 2. Et puis Danny dit non, normalement c'est toi qui jouais là-dedans. Tu dis tu rigoles, c'est un de ses meilleurs films. Alors qu'on sait qu'à l'époque Stallone et Schwarzenegger étaient pas les meilleurs amis du monde, même s'ils sont devenus amis à ce moment-là. Donc ouais, ça c'est très très drôle. Et c'est ce qui fait le sel de ce film-là, c'est que quelqu'un qui a déjà écrit sur le buddy movie écrit un regard différent, un peu original sur le buddy movie. Ça c'est clair. Ah bah carrément. Et du coup, moi c'est ça qui m'a plu aussi dans ce film, c'est tout ce côté où après quand ils se retrouvent dans la réalité, ils sortent du film et c'est là où Jack Slater se rend compte quand il se prend une balle, il fait ah ça fait mal. Et puis au bout d'un moment son chargeur il est vide et puis il peut pas réussir à voler des voitures. Oui, tous les cas, ouais, c'est ça. Le côté décalé qu'à chaque fois tu regardes un film, c'est comme par hasard la voiture elle est là. La voiture elle est jamais fermée comme par hasard. Ouais. Et il joue beaucoup avec ça, ouais. Non, c'est bien fichu parce que on sait que à la fois il décode les codes du genre de film et en même temps les codes du genre de buddy movie. Donc ça c'est bien fait. Et je sais pas si toi ça t'a plu ça, mais je trouve que pour une fois le méchant de Shane Black est très crédible et très charismatique. Ouais. Benedict qui a toujours un œil de verre, ça c'est vachement crédible. Ouais. Bah il est charismatique et puis lui au moment où il comprend ce qui se passe quand il sort du film. Et voilà, quand il le voit arriver dans la rue, il tire sur tout le monde, il fait « j'ai tué quelqu'un », il se rend compte qu'il n'y a pas de flic et tout, il se dit « c'est bon, je peux faire tout ce que je veux ». Ouais. Et il se retrouve dans la réalité, et là il est bien utilisé parce qu'il fait vraiment ce que moi j'aurais pas pensé, parce que je suis pas méchant dans la vie, mais c'est ce que tu veux voir quand tu veux voir un antagoniste au cinéma. Ouais, non, ça c'est bien fait, c'est très très bien fait, très bon film, très bon choix mon copain. Et d'ailleurs en plus, Last Action Hero c'est un petit peu prémonitoire dans le sens où c'est un peu le dernier film d'action de Schwarzenegger. Mais complètement, c'est vrai que c'est pas forcément le dernier film d'action, mais c'est son dernier grand film d'action. Oui. C'est vrai que là, il vient de tourner, je pense que, il vient de tourner d'ailleurs Terminator 2, où là, il est au firmament de sa carrière. Last Action Hero, qui est un film qui était un bide, franchement, au box-office, mais qui est un grand film. Et après, sa carrière ne fera que décliner. Donc effectivement, Last Action Hero, c'est un film qui porte bien son nom. Ouais, au plus il a voulu jouer dans les autres Terminator, au moins c'était bon. Donc fallait s'arrêter au deuxième, Arnold. Ouais, fallait s'arrêter au deuxième. Et avant d'arriver au deuxième, on va passer à ton numéro 3. Ouais. Donc ton numéro 3, c'est Le Dîner de cons. C'est exactement ça, mon petit film de Francis Weber, sorti en 1997. Donc il avait lui-même écrit la pièce de théâtre. Oui. Et là, il a voulu l'adapter au cinéma, avec dans le rôle de François Pignon, Jacques Villeray, et dans le rôle de Pierre Brochant, Thierry Lhermitte. C'est bien ça. Le concept, c'est que donc Thierry Lhermitte avec ses amis, ils font des dîners tous les mercredis et ils invitent un mec con et à la fin ils élisent celui qui a invité le plus con. C'est bien ça ? C'est complètement ça. Et puis quand tu croises dans un train comme ça un mec qui fait des tours Eiffel avec des allumettes, tu te dis que t'as touché le gros lot. Et c'est ce qu'ils se disent au début du film. Et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, c'est l'élite parisienne, ils sont dans l'entre-soi et ils se disent, ils aiment se moquer des autres. Et le film dira, tout au long du film, on dira que finalement, on est toujours le con de quelqu'un d'autre, mais on ne sait pas qui est le con d'ailleurs. Comme tu l'as dit, c'est une adaptation d'une pièce de théâtre et ça, on le sent dans le rythme, dans les dialogues, on le sent aussi dans cette habitude qu'a Jacques Villeray de jouer ce rôle-là parce que lui, il l'a joué au théâtre, ce qui n'était pas le cas de Thierry Lhermitte, mais ça fonctionne très bien. Pour l'anecdote, il y a Gérard Depardieu qui voulait jouer le rôle de Jacques Villeray, donc de François Pignon, qui a été refusé par Francis Weber parce que Francis Weber, il disait « J'aime trop Jacques Villeray, il a plusieurs visages, plusieurs facettes, il y a vraiment un visage... le visage d'un ange et ce qu'il aime c'est son regard comique et il disait qu'il avait les yeux écarquillés de d'E.T. tu vois pour son côté très comique donc il a refusé ça à Gérard Depardieu qui dit ok je vais jouer Pierre Brochant mais il aurait été trop gourmand sur son cachet. Du coup Alain Poirier, célèbre producteur, a dit non, moi je vais pas prendre Gérard Depardieu, il est trop gourmand, donc il s'est ravisé si je puis dire sur Thierry Lhermitte qui était ravi de jouer ce rôle-là et qui le joue très très bien. Ah ouais, ça se voit, ouais. Le duo fonctionne très bien mais on est obligé de retenir un personnage et un acteur, c'est Villeray. Dans ce film-là, il sait tout faire parce qu'il sait incarner tous les cons possibles. Les cons un peu pathétiques, un peu dramatiques, un peu gaffeurs. Tous les cons, finalement, on connaît. Et en fait, ça se voit à travers
les répliques des autres personnages à chaque fois qu'ils disent qu'il est con. Et le regard qu'ils ont sur lui. Ben c'est ça en fait. Tu vois, Thierry Lhermitte dit mais qu'est-ce qu'il est con, mais il le dit de manière cynique. Francis Huster, je sais plus comment il s'appelle dedans, qui dit mais quel con, mais Juste quel le con. blanc. Ah oui, bah justement, oui, c'est vrai que c'est lui. C'est vrai que c'est lui. Même Cheval, il dit mais quel con, mais qu'est-ce qu'il est con. Et donc il y en a que ça fait rire, il y en a que ça fait pas rire. Et donc lui, il interprète vraiment toutes les facettes des cons. Les facettes pathétiques, etc., comme je viens de dire, et c'est en ça où c'est vraiment réussi. Et finalement, on se retrouve, nous, quand on est con, on se retrouve par rapport aux cons qu'on a pu croiser dans la vraie vie. Donc ça, c'est vraiment génial. Et puis, c'est un film à rembaudissement, enfin, c'est un film qui est très très bien rythmé. On le voit au moment où Cheval revient et il dit, c'est cultissime, hein, quand il dit, je t'avais enregistré le patinage, ça, c'est cultissime. Donc j'ai beaucoup aimé ce film pour ça. Pour les petites anecdotes, pour finir dans ma petite analyse rapide, tu sais qu'il y avait déjà des dîners de cons qui étaient organisés à l'époque dans le milieu parisien, par l'élite parisienne justement, et dont un célèbre auteur qui est Michel Audiard, qui apparemment aurait participé. En tant que con. On ne sait pas. Ça, on ne sait pas. Lui-même ne le sait pas. avec célèbre producteur, je crois que c'est Jean Castel qui organisait ces réunions, ces dîners de cons. Et je vais te poser une petite question pour terminer, mon petit copain. Est-ce que tu sais... Il faut vraiment que j'arrête de dire mon petit copain. T'es un copain, mais c'est tout. Hein. Oui. Rien de, enfin, c'est très hétéro. On n'a rien contre les homosexuels, mais effectivement, c'est très hétéro. Donc mon petit copain, petite question. Tu sais qu'il y avait un remake américain du Dîner de cons? Non. Tu sais, donc tu ne sais pas qui avait interprété le con dans ce remake américain? Non, mais tu imagines, tu vas me le dire. Ouais. Steve Carell. Ça Steve Carell qui l'avait réalisé. Par contre, pour le coup, ça a été un échec critique, un échec au box-office, comme quoi tous les remakes, qu'ils soient d'un côté ou de l'autre, ne sont pas forcément gages de réussite. C'est parti c'est fini pour notre top 3, on va passer au top 2 si tu le veux bien. Vas-y. Let's go. Number 2. On arrive à notre classement numéro 2 et tu as choisi Qui veut la peau de Roger Rabbit. Réalisé en 1988 par le novateur Robert Zemeckis qui aime expérimenter des choses, notamment en matière de technologie cinématographique. Et cette fois-ci, il mélange les films réels avec de prises de vue réelles avec les films d'animation. Et c'est à travers l'histoire donc de Bob Hoskins, qui joue le rôle d'un détective privé qui doit trouver l'amant supposé de la femme de Roger Rabbit, qui est donc un lapin animé qui intègre l'univers des Toons avec l'univers de la vie réelle. Dis-moi tout, copain, qu'est-ce qui t'a fait rire dans ce film-là avant tout? Parce que c'est une comédie. Alors, ce qui m'a fait rire justement, c'est que les deux univers fonctionnent très très bien, parce qu'on a, comme tu l'as dit, l'univers réel qui a ses propres codes d'humour, et l'univère cartoonesque où là, c'est vraiment ça. C'est du slapstick, ça court dans tous les sens, etc. Exactement. Et il y a un très bon exemple pour illustrer cette dynamique. C'est à un moment donné, on a Bob Hoskins qui est relié à Roger Rabbit par une paire de menottes, ils n'ont pas la clé. Ils arrivent dans un bar pour enfin pouvoir se libérer. Là, il prend de scie à métaux, Bob Hoskins, et au moment où il commence à scier la chaîne, la table est un peu bancale. Donc Roger Rabbit tient la table, il continue de scier la chaîne, et là il se rend compte qu'il a enlevé sa main des menottes, et il dit « mais t'aurais pu faire ça à n'importe quel moment ?» Et Roger Rabbit lui répond « pas à n'importe quel moment, il fallait que ce soit drôle ». Et c'est ce mélange-là en fait qui m'a plu, parce que du coup on a cette dynamique-là tout le long, qui fait que ça fonctionne très bien. C'est le mélange des deux univers jusqu'au boutiste, parce qu'en plus on apprend aussi qu'Eddie Valiant, donc Bob Hoskins, a perdu son frère qui s'est fait assassiner par un Toons, donc lui il les déteste. Et là on dit un Toons ou un Toon du coup? C'est une très bonne question. Je ne sais pas s'il faut prononcer le S au singulier. Est-ce qu'on dit singulier au pluriel? Je ne sais pas. En fait c'est très drôle comme tu dis, parce que moi je trouve ça drôle le fait que ils sont en colère parce que son frère s'est fait tuer par un Toons. Ouais, en fait, déjà. Alors que c'est dramatique dans le film, c'est dramatique. Donc, je pense qu'ils installent ça pour qu'on y croit à ce mariage des univers quelque part. Voilà, ouais. Et en plus, les Toons, alors il y a un propos quand même un peu critique parce que les Toons sont encartés dans des quartiers d'une certaine façon, marginalisés dans des quartiers extérieurs. Ils n'arrivent pas à trouver leur place, et puis à travers Roger Rabbit, ils vont essayer de trouver leur place. C'est ça. Et puis en plus, ça fait un peu écho encore à ce qui se passe aujourd'hui, parce que c'est un peu les petites mains du cinéma. Il y a même un producteur au début du film qui se vante de payer Dumbo en cacahuètes, et parce qu'en fait pour faire le parallèle, c'est que c'est les petites mains du cinéma, avec aujourd'hui on voit les figurants, les scénaristes, etc., qui sont exploités par les studios, et c'est toujours d'actualité 30 ans plus tard, 35 ans plus tard. Donc c'est vraiment c'est ce côté-là du film aussi qui m'a plu, même si à l'époque, je t'avoue, je l'ai vu quand j'étais gamin, je pensais pas du tout à ça, mais en le revoyant adulte, il y a toute cette
cette dynamique autour du cinéma et tu te dis tiens c'est vraiment au-delà de la prouesse technique, ça reste quand même assez critique sur le cinéma. Et puis c'est bien pensé en termes de commercialisation parce qu'effectivement, comme tu viens de le dire, ça plaît aux enfants et aux adultes parce que à travers donc le film d'animation pour les enfants, va-t-on dire, et puis le film réel pour les adultes. Donc ils ont réussi à bien vendre ce film aussi à travers ça, même si je sais pas s'il a eu beaucoup de succès parce que moi je me rappelle qu'à l'époque j'ai pas franchement voulu le voir jeune parce que je le trouvais quand même très noir. Ça faisait vraiment ces couleurs, ouais, c'est les codes du film noir, comme tu dis. Du film noir, oui, avec le détective, le narrateur, etc. Et justement, c'est ça qui fait que ça fonctionne. Alors peut-être que c'est difficile d'accès pour des enfants, mais pas tant que ça parce que la scène d'ouverture du film, t'as un cartoon qui est vraiment d'une qualité qu'on retrouve même plus aujourd'hui. Et non, franchement, c'est très le fameux Robert qui a toujours bien su mélanger les univers et bien utiliser la technologie au service du cinéma. Back to the Future, on le voit aussi avec Forrest Gump, avec Paul Express, etc. Donc vraiment, c'est un grand réalisateur et on le dit pas assez. Allons-y sur mon top 2 si tu veux bien. Oui, et ben écoute, alors ton numéro 2, si je ne dis pas de bêtises, c'est Intouchable. Exactement. Sorti en 2011, réalisé par Toledo et Nakache. Ouais. Avec dans les rôles titres Omar Sy et François Cluzet. Je vais pas revenir sur l'histoire, tout le monde la connaît. Pourquoi tu as choisi ce film en numéro 2 ? Alors, c'est un film, comme tu dis, que tout le monde connaît, qui a eu un grand succès au box-office. Si je l'aime, c'est surtout pour ça, pour cette tonalité-là, mon petit copain. Petite touche de musique. Nous sommes au coin du feu, un soir de Nouvel An, tout seul, personne nous a invités, et tu sais. Alors cette musique est de Ludovico Einaudi, et en fait, elle parle bien de la douce mélancolie qui touche les personnages. On retrouve cette musique tout au long du film, et surtout au début et à la fin. Donc dans la première scène, on sait que Omar Sy le prend en voiture et puis il simule une crise d'épilepsie, et comme ça, on voit la complicité des deux, qu'on voit aussi à la fin la complicité des deux, où là, à ce moment-là, on voit l'image d'Omar Sy qui laisse, il est sur la plage, il fait au revoir à son copain et puis il laisse quelque part un peu plus d'indépendance à son copain François Cluzet qui a enfin trouvé l'amour. Je vais couper la musique, même si elle est adorable. Et en fait, la BO est magnifique. Elle accompagne aussi le sentiment des personnages, leur relation. Il y a aussi la BO plus lumineuse de Earth, Sweet and Fire qui fait partie du groupe préféré d'Omar Sy donc dans le film. Et ce que j'aime beaucoup, c'est Omar Sy. Omar Sy, c'est la trouvaille parce que lui-même se sentait pas du tout acteur à ce moment-là. Il était en train de tourner le SAV, il se sentait un petit peu comique. Il a eu quelques rôles par-ci par-là, mais surtout des caméos. Il a surtout été considéré par Eric Toledano et Olivier Nakache. Eux, ils ont cru en lui et ça lui a permis d'avoir un César. Et en fait, dans ce film-là, pourquoi ça marche ? Parce que c'est vraiment la lumière dans une pièce sombre. C'est vraiment quelqu'un qui est lumineux à travers son sourire, son rire qui est communicatif, son regard aussi qui est pétillant et ses blagues. Et à chaque fois, dans chaque scène, à chaque fois qu'il apparaît, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose alors que lui-même, François Cluzet, c'est quelqu'un qui a un sale caractère, qui est replié sur lui-même, qui ne croit plus en grand-chose. Sans ça, ça fonctionne. Et le duo fonctionne bien parce que, quelque part, les deux n'ont rien à perdre. Au début, Omar Sy ne veut pas forcément travailler là, c'est juste parce qu'il doit faire signer un papier pour avoir l'allocation chômage. Lui, il a rien à perdre, il vit dans une cité, il ne croit plus en grand-chose. Et François Cluzet, qui a déjà perdu l'usage de ses jambes et de ses bras, qui est tétraplégique, lui a presque perdu la vie parce qu'il a perdu l'amour, etc. Donc, ils n'ont rien à perdre. Ils ont envie, ils ont une énergie vitale incarnée par Omar Sy. Et ça, franchement, ça fonctionne bien tout au long du film. Et puis, c'est le mélange parfait entre la comédie, encore une fois, cette douceur de comédie, et puis des moments un peu dramatiques qui se jouent entre les deux personnages. Donc pour toutes ces raisons-là, c'est vraiment, je l'ai mis deuxième parce que succès grand public, mais un peu un film d'auteur et un film qui vieillit mal. Il est encore très très jeune, mais c'est un film que j'adore encore regarder, tu vois. Donc pour toutes ces raisons, je l'ai mis numéro 2. Et on peut donc passer au numéro 1 si tu le souhaites. Eh ben, je souhaite avant tout parler du numéro 1. Let's go les copains. Les numéros 1, cette fois-ci, number 1, comme on dit dans le générique, c'est pour toi Die Hard version numéro 3, ce qui veut rien dire, partie 3 pardon, de Die Hard, réalisé par John McTiernan. On a déjà parlé de ce réalisateur tout à l'heure dans un de tes films. Et avec à l'affiche donc Bruce Willis, le mec super cool
qui devra cette fois-ci non pas sauver un immeuble, mais qui devra sauver New York avec l'aide de Samuel L. Jackson. Et cette journée en enfer, donc, pour toi, tu l'adores et tu la mets numéro 1. Alors, dis-moi tout. Alors, je la mets numéro 1 parce que justement, John McTiernan arrive à redonner de la fraîcheur à la saga. Ouais. Cette fois-ci, on n'a pas John McClane qui est tout seul en haut d'une tour. Comme tu l'as dit, il est prisonnier dans la ville, dans New York. New York qui est une ville vraiment cinématographique, donc parfaite pour ça. Ô combien. Et il amène de la fraîcheur en mettant justement un duo dans ce film, où là on se retrouve... donc on a John McClane pardon qui il s'appelle John. Nous aux États-Unis, il s'appelle John ou Bill. Et donc il se retrouve prisonnier dans cette ville. Il est en prise d'un terroriste qui l'envoie à droite à gauche pour résoudre des énigmes. Et comme Samuel L. Jackson lui sauve la vie au début, le terroriste lui dit toi tu vas rester là. Et ce qui fonctionne dedans, c'est que on a Bruce Willis qui est nonchalant à ce moment-là de sa vie. Enfin John McClane pardon. À ce moment-là de sa vie, il était mis à pied. C'est un lendemain de cuite. Il a pas du tout envie d'être là. Il est un peu alcoolo. Cool, mais alcoolo. À deux doigts de basculer dedans. Si je puis dire. Et un whisky d'abord. Et en fait, voilà, il a pas du tout envie d'être là. Mais par contre, il fait le travail malgré tout. Et là où ça fonctionne, c'est que dans le duo, il est contrebalancé par un simple citoyen qui, malgré tout, il est plus flic que Bruce Willis. Que le vrai flic, ouais. Voilà, parce qu'il rappelle sans cesse à Bruce Willis, attends, concentre-toi sur le problème, parce que Bruce Willis, il est impulsif, il part dans tous les sens. Il dit, on a une bombe là, concentre-toi, c'est maintenant, etc. Et il agit beaucoup plus comme un flic. Et là où on pourrait se dire que Bruce Willis, il a un peu le dessus sur Samuel L. Jackson, en fait, pas du tout. Quand ils doivent aller résoudre la première énigme ensemble, Samuel L. Jackson, il fait comprendre à Bruce Willis, il fait, t'es pas d'accord? Il dit, moi je m'en fiche. Il dit, c'est toi qui as besoin de moi j'ai pas besoin de toi. Ah, lui, il a rien à perdre. Voilà. Et c'est comme ça, en fait, que la relation, elle arrive à s'équilibrer et qu'ils se respectent mutuellement tous les deux jusqu'à la fin. Malgré tout, ils s'envoient des fions, ils arrêtent pas de s'insulter l'un l'autre et tout ça. Et c'est ça qui est très drôle. Même à la fin, quand ils sont quasiment en train de mourir, ils sont liés tous les deux. L'autre, il va lui passer une écharde, il dit, rate-la pas, bougre de con, jusqu'à la fin, tu vois, ça reste cette relation-là aussi. Et ce qui fonctionne aussi dans le film, je trouve que, tu vois, tout à l'heure, on parlait que souvent, dans ce genre de film, il manque un bon antagoniste. Ouais. Et là, on a un très bon antagoniste. Iron, c'est très bon. Ouais. Très bon. Parce que, alors, on le voit au bout de 3/4 d'heure du film, parce qu'il reste derrière au téléphone, etc. Et pourtant, il a de la présence. Il a de la présence, il est bon quand il faut être méchant, il est bon quand il faut être cynique, etc. Et la force du film, c'est qu'il arrive à le relier au premier, parce que, en fait, c'est le frère de Hans Gruber dans le premier Die Hard. Et c'est encore un film, grâce à lui, grâce au méchant, c'est un film à énigme, un film qui est pris au sérieux, avec le sérieux de Samuel L. Jackson et avec le côté cool, même s'il est parfois sérieux, de Bruce Willis. Donc c'est vrai que ça fonctionne très bien. Et c'est un film, alors moi j'ai beaucoup aimé ce film-là, mais tu vois, moi je le mettrais moins dans le registre, enfin, c'est un buddy movie, mais je le classe pas parmi mes 5 premiers parce que c'est un super film, mais en matière de buddy movie, où moi j'estime que c'est la comédie qui me prime, il fait moins figure de comédie, tu comprends? C'est plus un même film si je comprends ton choix. Ouais. Mais l'équilibre est très bon, hein. Mais ouais. L'équilibre est très bon. Merci copain pour ce super choix et c'est un film qu'on conseille forcément Die Hard. De toute façon la trilogie, le 4 et 5 faudrait peut-être oublier, mais la trilogie elle est magnifique. Exactement. Écoute, maintenant je te propose de passer à ton numéro 1. Ah, tu me fais plaisir. Si je ne m'abuse. Ouais, dis-moi. Tu es parti sur un film de 1994. Oh, quand tu sais ça? J'ai révisé. Un film réalisé par les frères Farrelly. Ouais. Avec Jim Carrey et Let's go. Jeff Daniels. C'est un peu ça, t'as Jim Carrey qui joue Dumb et Jeff Daniels qui joue Dumber. Alors c'est l'histoire de deux abrutis total. Et pourquoi j'ai mis ce film en numéro 1? Écoute, quand on a pensé buddy movie, encore une fois, la première image que j'ai eue c'est L'Arme Fatale. Et après je me suis dit, qu'est-ce qui marche le plus en matière de comédie? Et c'est Dumb and Dumber, parce que la première fois que je l'ai vu, peu de temps après qu'il sort, je l'ai vu en VHS, c'est un copain qui me prête la VHS, je suis en train de petit déjeuner tranquillement avec tout le bazar qu'il y a derrière avec toute la famille, et j'arrive quand même à pleurer de rire. J'ai le temps que de voir 20 minutes, et il me hâte de voir la suite au soir, que je regarderai donc au soir en rentrant de l'école, après avoir fait les devoirs naturellement. Et j'ai jamais autant ri que sur ce film-là, pourquoi? Parce que il y a deux univers qui se rencontrent. Jim Carrey, qui à l'époque a déjà tourné The Mask, Ace Ventura, qui est le personnage qu'on connaît, grimaçant, etc., qui lui a pas besoin de grand chose en fait pour avoir une gueule de con. Ici, il met une petite frange, dents cassées, gueule de con, ça marche. Et puis l'univers des frères Farrelly qui est complètement dingos. Et eux s'y connaissent en matière de duo, puisque eux-mêmes les frères forcément fonctionnent en duo. Et ils arrivent à mettre dans leur escarcelle
Jeff Daniels, qui lui est habitué à des rôles plus dramatiques. Et en fait, tout fonctionne parce qu'ils osent tout. C'est-à-dire que là, on est dans l'univers de la comédie, une comédie qui est régressive. On avait du mal à voir à l'époque l'histoire d'adultes qui se comportent comme des ados attardés. Ça n'existait pas en fait. On l'a vu plus tard avec d'autres types de réalisateurs, mais ça n'existait pas. Et eux, ils font tout à fond en fait. Ouais. Moi, je me rappelle, j'ai pleuré de rire à une scène. Alors qu'habituellement ça me ferait pas rire du tout, c'est quand ils sont arrêtés par la police, ils ont pas voulu se faire arrêter, du coup ils ont pissé dans une canette et la police dit j'ai compris, vous avez bu de l'alcool, donnez-moi cette bière, et ils boivent, c'est de la pisse. Franchement, mais je rigolerais même pas à ça, mais c'est tellement bien fait, c'est tellement assumé que ça me fait rire et c'est super drôle aussi parce que ce sont des freaks qui se moquent des freaks. Ils se moquent de tout le monde. Des handicapés, des femmes, des alcooliques, des associations canines, etc. Parce que je le rappelle, ils roulent en fait dans une voiture qui ressemble à un chien. Ouais, Carrément. Et en fait, ils ont peur de rien. Ils se moquent de tout, des handicapés. Et c'est l'histoire des frères Farrelly, de se moquer tout le temps des handicapés. Au plus loin, et du coup, on rigole avec eux. Et eux, ils se moquent de tous, mais ils se moquent aussi d'eux-mêmes, tu vois. Et à la fin, en fait, le plus fou, c'est quand j'ai repensé à ce film-là, je me dis, finalement, heureux sont les imbéciles parce qu'ils ont rien à perdre, ils vivent vraiment au quotidien, ils ont pas de projection mentale, et quelque part, je voudrais presque avoir leur vie. Non, mais tu vois, le pire leur arrive, mais finalement, ils arrivent toujours à retomber sur leurs pattes, ils se contentent de peu de choses, et comme ils sont stupides, ils s'en rendent pas compte, donc ils sont heureux dans leur connerie. Donc, voilà pourquoi, pour toutes ces raisons, j'ai choisi numéro 1. Donc, enfin, on a terminé notre classement, copains, ça me fait vraiment plaisir. Dumb and Dumber pour moi, pour toi, ça a été Die Hard version 3, partie numéro 3. Ça a été un plaisir de présenter cette émission sur les Buddy Movie avec toi. Plaisir pour nous de vous avoir reçu à la maison avec les chips et tout ce qu'il faut. Au plaisir de se revoir, ça sera sûrement autour d'un film cette fois et non pas plusieurs films. Okay. Prenez soin de vous. Ciao les copains. Salut. Ciao. Mais attention. Ouais. Y a des règles. Ok. On utilise ça à bon escient. Ça me fait chier. Mais non, mais pourquoi tu fais ça? Mais tu laisses trop le truc. J'y arrive pas. Restons sur l'essentiel. Si vous le voulez bien, je bafouille tellement de pression. On va recommencer. Fuck you. Passe-moi l'eau, s'il te plaît. Je rentre dans mon personnage. Ta salive. Chabalabala, chabalaba. Chips. 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 Il sort donc son premier film en 2005, Kiss Kiss Bang Bang, avec dans le rôle. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, copain. Nous arrivons maintenant, les messieurs, dames. L'horreur pour le montage. Non, je vais refaire. Nous avons... Putain. T'es prêt? Oui, toi? Oui. Nous arrivons désormais au numéro 3. Et le numéro 3, pour copain, à mon avis, je m'en bats les couilles. Je vais plus faire de pellicule. Pourquoi? Je viens d'avoir une idée de génie. Attends, t'es prêt? Parce que t'es pas prêt. Vas-y. One, two. J'ai mal au bras. 3. Cette fois-ci, c'est le number 3. Et oui, parce que c'est moi la voix off. On arrive au numéro 3 avec, cette fois-ci... Tu vas pas t'y mettre.
Il n'y a que moi qui ai le droit de rire, copain. Ah non, mais